Ce contexte touche notre liberté, notre sécurité physique, économique et aussi notre rapport à la mort. Beaucoup, nous faisons l'expérience actuellement que ce contexte atteint notre vulnérabilité, la nôtre, celle de nos proches et aussi celle de nos collègues. Ce matin, je vous propose d'aborder le sujet sous un angle professionnel. Et on sait bien aujourd'hui que le personnel est pas mal lié au professionnel également dans ce contexte de confinement. Alors, nos situations à tous sont différentes. J'ai choisi de vous raconter l'histoire de Paul. J'ai changé le prénom, c'est une personne que je coach actuellement. Vous allez voir, l'histoire de Paul peut ressembler à beaucoup des histoires d'entre nous. En tout cas, moi, je trouve que par certains points, elle peut ressembler à la mienne. Alors, Paul est en télétravail depuis 3 semaines. Lorsque le président Macron a fait son annonce de confinement, il s'est dit, en fait, c'est pas mal. Ça va me permettre de travailler des dossiers de fond que je n'ai pas eu l'occasion de bosser jusqu'à présent. Ça va me permettre d'être aussi plus attentif à mes proches. Et puis, j'ai quelques bouquins que je n'ai pas eu le temps de lire, quelques films sympas à voir. C'est l'occasion. Et le premier jour de confinement, il a été très agréablement surpris de voir combien ces équipes étaient à fond, étaient soudées. Il s'est dit, ça démarre bien. Et à la fin de la première semaine, il a été surpris de constater son épuisement. Il s'est dit, je ne comprends pas pourquoi je suis fatigué comme ça, j'ai plus de trajet, j'ai beaucoup moins de rendez-vous clients. Surprise. Deuxième semaine, l'épuisement continue, horaire de dingue, impression de passer de son ordinateur à la cuisine et que le boulot est partout chez lui. Il constate aussi qu'il y a quelques tensions avec certains collègues, des embrouilles, des doublons, et il commence à ressentir de la frustration, des agacements, du découragement. Et à la fin de cette deuxième semaine, il se dit même, et c'est la première fois qu'il se pose cette question de cette manière-là, mais finalement, ça sert à quoi mon travail? Ça sert à quoi tout ça? Début de la deuxième semaine, son employeur annonce la mise en place d'un chômage partiel pour les équipes. Paul a compris la décision de son employeur et en même temps, au fond de lui-même, alors qu'il bosse comme un fou depuis des heures, alors que déjà il a dû renoncer au bonus à cause de cette crise du coronavirus, là, il commence à ressentir de l'amertume et surtout, il a un doute sur la capacité de son entreprise à bien redémarrer après la crise. Il commence à se poser des questions. Et la troisième semaine, là, il est confronté à une nouvelle qui l'atteint. Un de ses amis proches est atteint par le Covid et doit être hospitalisé en insuffisance respiratoire. Et Paul craque. Paul est confronté au désespoir, à l'angoisse. Et il n'avait jamais ressenti ça de cette manière-là, en tout cas pas à l'âge adulte. Donc cette histoire de Paul est peut-être en partie aussi un peu la nôtre actuellement, en ce moment. On a constaté que Paul faisait face à l'épuisement, était davantage en contact avec ses limites, avait peur de l'avenir et était touché par une certaine angoisse de la maladie. Alors, nous nous sommes peut-être plus ou moins reconnus dans cette histoire. On va vous proposer maintenant un questionnaire avec, voilà, pour que vous puissiez nous dire en direct sur quel point vous vous reconnaissez davantage. Alors, Lynn va nous faire apparaître les questions. La première question, c'est l'épuisement, le contact avec ses limites, l'angoisse de la maladie, la peur de l'avenir, autre vulnérabilité, ou peut-être vous n'avez vous-même pas été concerné, vous ne vous sentez pas avec ces vulnérabilités-là aujourd'hui. Lynn, je ne vois pas le document. Je vous invite tous à cliquer en fait sur les mots qui apparaissent, voilà, qui apparaissent sur l'écran normalement. Voilà, Lynn, moi je ne le vois pas. Je ne sais pas si toi, si les autres personnes le voient. Alors, attendez, je vais vous passer la question. N'hésitez pas à répondre. Voilà, voilà qui apparaît. Donc, vous pouvez en cliquer plusieurs.
Normalement, vous pouvez voter en direct. Voilà, ça y est, je vois les votes. Michel, je vais bientôt pouvoir te les partager. Très bien, je ne les vois pas, vas-y. Merci beaucoup. Je vais pouvoir les partager et à vous tous et à Michel. Voilà, Michel, tu as une partie des votes. Alors, on constate, bon, la majorité d'entre vous, 30% avec de l'épuisement, et puis un quart, contact avec ses limites, peur de l'avenir, un peu moins sur angoisse de la maladie avec 10%, et pas de vulnérabilité pour 5% d'entre nous. Alors maintenant, je vous invite à fermer les yeux quelques instants et à vous reconnecter à votre vie d'il y a un mois, avant le confinement, avant que la crise prenne cette ampleur. Vous vous revoyez dans votre travail comme il était, avec vos projets. Vous revoyez également peut-être vos projets de sortie, votre vie personnelle, vos projets de vacances. Et vous essayez de ressentir de nouveau les émotions, les sentiments qui vous habitaient. C'était il n'y a pas si longtemps, il y a un peu plus de 3 semaines, il y a un mois. Comment est-ce que vous étiez? Comment est-ce qu'allait votre vie? Et maintenant, on va revenir à aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette situation de confinement, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis en paix, tranquille, bien chez moi, avec mes proches, ou peut-être inquiet, peut-être préoccupé, aussi avec des peurs, ou tout simplement avec des hauts et des bas. Le mot vulnérable, pour faire un petit peu d'étymologie rapide, ça vient de vulnus en latin, la blessure. Et être vulnérable, c'est s'exposer à la blessure. La vulnérabilité n'est pas la blessure, mais c'est l'endroit où on peut être blessé. C'est le fameux talon d'Achille. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vous propose de reprendre 3 des points de l'histoire de Paul: l'épuisement, le contact avec ses limites et la peur de l'avenir. On va décrypter rapidement ce qui peut se passer et puis, ensemble, évoquer des pistes concrètes pour avancer avec cette vulnérabilité. Alors, la première vulnérabilité qu'on a rencontrée dans l'histoire de Paul, c'est l'épuisement. On a vu qu'en fin de première semaine confinée, il a été surpris d'être épuisé. Je ne sais pas si c'était votre cas. En tout cas, moi, ça a été le mien. Et je constate que beaucoup de personnes que je côtoie ou que j'accompagne actuellement sont dans cette situation. Cet épuisement, c'est autant le télétravail a du bon quand c'est une fois de temps en temps, mais en continu, avec ce trop d'écran, le travail à distance, les complications, le stress, les tensions, le fait qu'il n'y ait plus de vraie coupure entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Pour certains d'entre nous, il y a les enfants, les conjoints, tout ça se mélange à longueur de temps. Aussi, on n'a plus les mêmes possibilités d'évasion, de ressourcement, de dérivatifs. On a, et on a aussi ce choc émotionnel, ce contexte qui, au fond, nous fatigue, nous pèse. Tout ça, en fait, si on revient à la question du travail, apporte un éclairage nouveau sur notre rapport au travail. Est-ce que mon rapport au travail est juste? Est-ce qu'il est équilibré? Que j'ai trop ou pas assez de travail, ça nous renvoie à notre représentation, à la représentation de nous-mêmes par rapport au travail. Et ça nous renvoie aussi au fond au sens, c'était la question de Paul dans l'histoire, au fond, à quoi sert mon travail? À quoi je sers dans mon travail? Que j'en ai et que je n'en ai pas, à quoi je pourrais servir si j'avais un travail? Alors, je vous propose maintenant quelques pistes concrètes. Si vous avez près de vous un crayon ou un smartphone, n'hésitez pas à prendre quelques notes. On sait que ça concentre notre attention. Une première piste concrète, tout simplement, c'est d'apprendre à davantage distinguer le temps pro du temps personnel, avec une certaine discipline, et de s'y tenir. C'est l'exemple de Julie, une personne que j'accompagne actuellement, qui on est parvenu à ce qu'elle décide, vous voyez cette image là avec tout ce mélange entre la famille, le boulot là. Julie est parvenue à
inscrire dans son agenda des temps où elle a osé écrire « pas de rendez-vous ». Dans son cas, dans son contexte de travail, c'était pas de rendez-vous avant 9 heures, pas de rendez-vous entre midi et 2, pas de rendez-vous après 19 heures. Elle a eu du mal à le faire. Et elle m'a dit, en fait, j'ai fait un pas de géant. J'ai fait un pas de géant. Jamais je me serais autorisé à le faire auparavant. Et ce que j'ai constaté et qui m'a surprise, c'est que ça a été accepté par mes collègues et qu'en plus, ça a été modélisant. Parce que je vois certains collègues maintenant commencer à faire de même. Autre point, ce fameux portable, ce fameux smartphone qui nous accompagne à longueur de temps, eh bien, d'être vigilant là-dessus. C'est-à-dire qu'en dehors des temps pro, eh bien, faire l'effort de ne plus consulter son portable pro ou ses emails pro. Sinon, c'est le meilleur moyen que ça envahisse toute notre vie. Souvent, ça nous sert aussi de réveil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on l'a jusque dans notre chambre. Donc, le soir, le matin, on est déjà là au moment d'installer son réveil, à voir les histoires de collègues, etc., les questions, le stress. Donc, c'est peut-être l'occasion de retrouver dans le fond d'un de ces tiroirs un vieux réveil qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps, d'y mettre une pile et de sortir ceci de sa chambre et de ne plus l'utiliser comme réveil. En tout cas, je l'ai fait et je peux vous dire que c'est génial. Troisième chose que l'on peut faire par rapport à l'épuisement, c'est de ponctuer sa journée d'habitudes positives qui nous font du bien et de les avoir en quelque sorte comme une forme de rituel. Des habitudes qui nous rendent heureux, des habitudes qui nous font plaisir. Alors pour certains, ça peut être se recueillir pendant un temps, prendre un temps de silence ou de méditation. Pour d'autres, d'avoir un temps de sport, de cuisine, de lecture, ou aussi des rendez-vous, des rencontres avec ceux que l'on aime, ceux qui vont nous faire du bien. Et ce qui est intéressant dans ces temps de confinement où les journées se ressemblent et s'enfilent, c'est de mettre cela un peu comme des rituels qui vont ritualiser nos journées. Ça, c'était sur la question de l'épuisement. Dans l'histoire de Paul, on a vu, mais je pense que c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre nous, qu'on était également davantage confrontés à nos limites. Alors, on a vu dans l'histoire, alors vous voyez cette image de cet homme là, qui est contre un mur, et parfois c'est un peu ça, c'est nos limites et c'est celles des autres. On peut avoir plus tendance à davantage, vous le savez, voir celles des autres. Alors Paul, en deuxième semaine, a commencé à éprouver des tensions avec certains de ses collègues, il y a eu des embrouilles, il y a eu des doublons, des difficultés de relation avec certains, il a ressenti de l'agacement, du découragement, et on l'a vu la troisième semaine, il a craqué, il s'est même mis à pleurer, ça ne lui était pas arrivé depuis son enfance. Décryptage. Alors, cette situation, bien évidemment, nous met davantage en contact avec nos limites, enfin bien évidemment, parce que en fait, notre vie est plus dépouillée. On n'a plus les mêmes ressources, plus les mêmes dérivatifs ou repères et plus les mêmes sécurités, ni pour le présent, ni pour l'avenir, on va y venir. Et ça interroge aussi le rapport que l'on a nous-mêmes dans cette difficulté que l'on a nous-mêmes à se supporter dans cette situation. On a tous une multitude de besoins, certains plus que d'autres, besoins, et ces besoins deviennent plus vifs aussi aujourd'hui, d'une certaine manière. Je constate dans le monde du travail, pour moi-même et pour beaucoup de personnes que j'accompagne ou que je côtoie, qu'il y a un besoin extrêmement fort qui est le besoin de reconnaissance, qui est extrêmement fréquent. Et ce besoin-là, par exemple, dans un contexte d'isolement, de confusion, eh bien, on l'a vu dans l'histoire de Paul, peut vraiment se transformer en frustration parce que je ne vois plus mes collègues, je fais des trucs, mais je ne sais pas à quoi ça sert, où ça va, comment ça s'organise. Je suis perdu. Je peux être perdu. Ce contexte qui nous met davantage en contact avec nos limites va aussi exacerber nos défauts, mais en quelque sorte aussi nos qualités. Quand nos défauts sont exacerbés, on va parler de dérailleur, cette tendance qui va faire que nos défauts s'accentuent chez nous et chez les autres. Ce qui nous agaçait déjà plus ou moins chez les autres, c'est renforcé par la fatigue, le stress, la peur. Rassurons-nous, c'est aussi renforcé pour les autres chez nous. Mon collègue qui a tendance à avoir l'air toujours bien, que tout va toujours bien, il m'agace un peu dans le contexte. J'aimerais bien qu'il me dise un peu ce qu'il pense. Mon collègue hyper vif, je trouvais ça sympa qu'il soit rapide, mais alors là, je le trouve un peu survolté. J'aimerais bien qu'il se détende un peu. Mon collègue taquin, j'aimais bien rigoler de ses blagues, mais là, il y a des moments où je trouve qu'en réunion, s'il pouvait la ramener un peu moins, ça serait pas mal.
C'est encore l'exemple de Paul qui me racontait que l'autre soir, bon, il travaille plus tard que Julie malheureusement encore, il était 20h, il reçoit un email et son habitude c'est qu'il répond du tac au tac parce que, me dit-il, ça me permet de nettoyer mon ordinateur. Et là, il s'est arrêté, il s'est dit non, j'en peux plus, je vais faire mon ordi, on verra demain. Et qu'est-ce qui s'est passé demain? Il a redécouvert cet email, il ne l'avait pas lu jusqu'au bout, il s'est dit que ce qui lui avait paru un peu stupide et à côté de la plaque ne l'était pas tant que ça, et que finalement la chose était déjà résolue d'elle-même. Quelques pistes concrètes sur cette vaste question de nos limites. La première, c'est d'apprendre à accueillir nos émotions. Il y a une multitude d'émotions, comme vous le savez. Il y a des émotions que l'on appelle négatives, dont le rôle est de nous avertir du danger. C'est par exemple la peur, la colère, la tristesse. Elles sont bonnes, elles sont nécessaires. Le point dans un contexte comme celui-ci, comme dans d'autres, c'est qu'on peut avoir tendance à « Non, mais c'est bon, je ne suis pas angoissé. Non, pas du tout, pas moi. C'est bon, tout va bien, ma vie va bien. » Ok, peut-être. Mais si cette émotion est là, c'est peut-être le moment de l'accueillir. Parce que si je la balance d'un revers de la main, non seulement elle ne va pas disparaître, mais elle va être de plus en plus présente, de plus en plus envahissante, m'envahir moi-même, mais aussi mes proches et mes collègues dans un contexte de travail. Donc, comment faire? Par exemple, Michel, je sens là qu'il y a l'angoisse qui monte. Eh bien, je regarde cette inquiétude, cette angoisse, j'essaye de lui parler, j'essaye de voir ce qui se passe, d'où elle vient, ce qu'elle veut me dire. Et progressivement, se familiarisant avec nos émotions, eh bien, on va apprendre à vivre avec elles autrement, à les utiliser comme des alliés. Deuxième point, deuxième piste concrète dans ce contact avec nos limites, c'est d'apprendre à prendre soin de soi. Et j'oserais dire d'oser être doux avec soi-même. Cette douceur avec soi-même, d'autres l'appelleraient être tolérant avec soi-même. Et cette tolérance avec soi-même, cette douceur, c'est ce qui va nous permettre également, progressivement, de l'être davantage aussi, et particulièrement en ce moment, avec nos proches et avec nos collègues. Alors, un troisième point, c'est d'apprendre à pratiquer l'humour avec soi-même. Je sais que personnellement, j'aime beaucoup pratiquer l'humour à l'égard des autres, j'ai un peu plus de mal avec moi-même. Heureusement, j'ai 3 ados à la maison qui m'aident en me remettant en place, me remettant en question, et ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir rire de soi-même. J'aime beaucoup cette phrase de Michel Audiard, le scénariste, « Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. » Je vous le souhaite, je nous le souhaite. Troisième point dans ce contexte, on l'a vu avec l'histoire de Paul au début, c'est la peur de l'avenir. Paul, dans sa 3e semaine de confinement, a été confronté à l'annonce du chômage partiel. Il a ressenti de l'amertume et aussi de la peur que son entreprise ne puisse pas bien rebondir après la crise. Et puis il y a eu aussi l'annonce de son ami hospitalisé en situation grave et l'angoisse, le désespoir qu'il a ressenti, son impuissance face à cette situation. Il y a 3 semaines, Paul, comme nous tous, sa vie allait dans son cas à 100 à l'heure, elle était remplie, il y avait ses projets pro, ses projets de vacances, ses projets de sortie. Et quel contraste pour nos vies aujourd'hui. On entend parler de chômage, de maladie, de crise économique, de mort. En quelques temps, quel contraste. On peut avoir chacun d'entre nous ce matin plus ou moins d'inquiétude, une inquiétude plus ou moins grande par rapport à l'avenir, selon nos situations, selon ce que nous sommes. Ce qui est sûr, c'est que ce texte vient toucher nos fondamentaux. La santé, l'emploi, la rémunération, et puis il y a ce choc émotionnel d'un contexte où on parle de maladie et de mort. Et en fait, la mort, eh bien, ça vient nous confronter à notre finitude. Et au fond, ça vient interroger notre philosophie de vie, notre philosophie personnelle et aussi notre spiritualité, le sens que nous donnons à notre vie. Et très paradoxalement, ce contexte de peur de l'avenir aujourd'hui, eh bien, nous ramène au présent. Parce que confiné, on n'a pas le choix aujourd'hui finalement que d'être dans le présent. On a peu de prise sur cette réalité.
Alors, quelques pistes concrètes maintenant pour nous aider face à cette éventuelle peur de l'avenir que nous pouvons ressentir. La première, c'est justement de vivre le présent, de savourer les bonheurs simples. On a parlé d'émotions négatives qui étaient utiles, mais il y a aussi des émotions positives. D'aller rechercher ces émotions positives, celles qui nous donnent de la joie, celles qui nous donnent de la paix. Peut-être aussi apprendre à pratiquer la gratitude. Ça fait quelque temps qu'en famille, on s'exhorte, on s'entraîne, le soir notamment, à 3 merci quotidiens. Et quel bien ça fait d'apprendre à repérer même de toutes petites choses pour lesquelles eh bien, j'ai de la gratitude. Ça dilate le cœur, ça dilate les relations. Troisième, autre petit point, c'est tout simplement dire à ceux que l'on aime qu'on les aime. Être peut-être plus présent, plus attentif à ceux qui sont davantage isolés que moi-même, ceux qui sont davantage en difficulté que moi-même. Vous l'avez peut-être entendu, l'autre soir aux 20h, j'étais surpris, je ne sais plus si c'était sur TF1 ou sur Antenne 2, par une femme qui était descendue dans la rue avec sa fille et qui témoignait le bien que ça lui avait fait de descendre, acheter des haricots verts avec sa fille. Et visiblement, ce n'était pas sa tasse de thé habituellement, mais elle témoignait que ça lui avait fait un bien fou. C'est cette collègue, Paola, qui est italienne, qui habite à Bergame. Vous savez que c'est l'épicentre de la crise aujourd'hui en Italie, qui me témoigne qu'elle s'est remise à lire les grands poètes italiens. Je sais s'il y a de grands poètes en Italie, et elle relit aussi un théologien qu'elle aime beaucoup. Moi-même, ce week-end, j'ai pu sortir dehors, pas loin de chez moi, et j'ai été émerveillé par quelque chose de tout simple. Des petites pâquerettes qui poussaient dans l'herbe verte. Jamais j'aurais imaginé que cette vue-là puisse me procurer un tel bonheur. Troisième point, soigner son âme, sa spiritualité, nourrir sa réflexion. Tout à l'heure, je vous parlais de philosophie de vie, de spiritualité. Certains pourront se dire, mais moi je sais pas, je sais pas quelle est ma spiritualité, quelle est ma philosophie de vie. Je nous invite à ne pas attendre un deuxième confinement pour relire son histoire, voir ce que l'on a reçu nous-mêmes sur ces dimensions-là qui touchent à l'essentiel de la vie, s'interroger sur nos aspirations les plus profondes. J'aime beaucoup cette phrase de la grande philosophe Simone Weil, qui est morte en 1943. C'est en allant au fond de nous-mêmes que nous découvrons exactement ce dont nous avons besoin. Dans le webinaire, le dernier webinaire Turning Point là, de vendredi, avec mon collègue Olivier nous a invités à prendre conscience de ses talents, de sa mission personnelle. Certains peuvent se dire, mais moi, j'en sais rien, je ne sais pas quels sont mes talents, ma mission, c'est bien beau, j'en ai aucune idée. Eh bien, là encore, peut-être interrogeons nos proches, peut-être faisons, ceux qui sont en famille ou avec des amis, une soirée sur ce thème-là. Disons-nous nos qualités réciproquement. Et sur la mission, au travail, mais tout simplement, qu'est-ce qui a du sens pour moi quand je travaille? Quel type d'acte, quel type de façon de faire a du sens pour moi dans mon travail? De vraiment profiter de ce temps différent, de ce temps confiné pour aller plus au fond de nous-mêmes. Alors, peut-être qu'on avait oublié, peut-être qu'on le savait confusément ou qu'on ne le regardait pas en face, eh bien, la vulnérabilité, c'est peut-être une des plus belles choses de notre humanité et c'est ce qui profondément nous rend vivants. Les questions qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux mieux vivre avec cette vulnérabilité, avec celle des autres? On a vu que cette vulnérabilité, non seulement elle me permettait d'être plus proche de moi-même, mais aussi plus proche des autres. Je suis très étonné de voir aujourd'hui une famille, de se demander de nouvelles, de se poser des questions qu'on ne serait pas posées avant. Hier matin, une de mes collègues a craqué en réunion, elle a pleuré. Et en fait, cette vulnérabilité nous rend plus proches de nous-mêmes et plus proches des autres également, nous permet d'être plus en vérité. En quoi, qu'est-ce qu'elles me disent de moi, comment est-ce que
au fond, cette épreuve qui peut-être m'ouvre à des tas de questions que je ne me posais pas ou que je me posais plus jeune, mais moins à l'âge adulte. Au fond, comment est-ce que c'est une opportunité? Comment est-ce que je peux utiliser ce temps confiné qui n'est pas choisi pour entrer davantage en moi-même, pour être davantage en vérité avec moi-même? Alors, pour nous aider à ça, je vais vous questionnaire. Lynn, si tu peux le faire apparaître. Oui, alors vous avez le questionnaire qui est apparu. Je pense que Michel va revenir avec Voilà, nous. ça y est, le Voilà. questionnaire avec un certain nombre de questions. Peut-être, Lynn, tu vas pouvoir nous les lire et on va vous inviter à noter. Alors, j'espère que ça pourra marcher cette fois-ci, à noter plusieurs des pistes que vous avez soit déjà mis en place, soit qui vous ont interpellé et que vous aimeriez mettre en place. Pour l'instant, je ne le vois pas, moi, Lynn. D'accord, donc Mais moi, le vote peut-être est que bien parti. Donc, je vais le ça ne voit relancer pas. pour que tout le monde D'accord, puisse ça le va voir. apparaître, ça va apparaître. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci, vous pouvez tous le voir. Rien à l'écran encore pour l'instant, donc ça va apparaître. Peut-être, non, D'accord. rien. Peut-être tu peux Écoute, oui, les alors, relire, Lynn, vous dans ce pouvez nous les cas-là, et dire. puis les personnes pour elles-mêmes Voilà. se dire. Donc, la question, hein, quelle piste pour vivre notre vulnérabilité? Donc, on a distingué le temps pro, temps perso, décider d'habitudes positives dans sa journée, pratiquer l'humour envers soi-même, accueillir ses émotions, savourer les bonheurs simples, prendre conscience de ses talents, soigner son âme, nourrir sa réflexion. Voilà. Voilà, je vous invite à mettre ceux qui vous parlent, ceux que peut-être vous appliquez déjà. Donc, si ça ne marche, ça y est, le questionnaire apparaît maintenant. Soit de vous l'envoyer par les petits messages de conversation, soit directement sur le questionnaire qui apparaît. En tout cas, moi, je l'ai à mon écran maintenant. Les connexions en direct. Voilà, on est heureux Ça y là, est. tout est parti. Là, tu as beaucoup de réponses. Quelqu'un a écrit « Je fais tout ». Ça, j'aime bien. Tu as les résultats qui Oui, je apparaissent, vais Lynn, mettre ou pas fin au encore? vote. Voilà, merci Ouais. beaucoup d'avoir participé et je vais vous partager les résultats. Voilà, Michel. Alors, ce qui apparaît en tête, c'est savourer les bonheurs simples, soigner son âme, sa spiritualité, nourrir sa réflexion pour plus de 60% d'entre nous, accueillir ses émotions pour la moitié d'entre nous à 51%, pas mal aussi pour la moitié aussi pour décider d'habitudes positives dans sa journée, un petit peu moins pour distinguer les temps pro des temps perso. On est peut-être certain nombre d'entre nous à être un peu trop envahis par tout ça. Et puis vient après prendre conscience de ses talents pour 17% d'entre nous. Peut-être maintenant, Lynn, nous allons passer aux questions avec les participants. Oui, tout à fait, Michel. Alors, en attendant de te poser la première question, on aurait souhaité te redemander de nous donner la citation de Simone Veil, s'il te plaît. Alors, Simone Veil, c'est en allant au fond de nous-mêmes que nous découvrons exactement ce dont nous avons besoin. C'est en allant au fond de nous-mêmes que nous découvrons exactement ce dont nous avons besoin. On la partagera également sur LinkedIn, elle a été très appréciée. Donc, j'ai une première question pour toi, Michel. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez les poser en direct également. Donc, comment faire au quotidien quand on a l'impression que son travail n'a plus de sens? Alors, c'est peut-être se concentrer sur, justement, j'appelais à la gratitude tout à l'heure, à faire cet exercice-là, mais le faire pour notre travail, le soir peut-être, de relire dans la journée ce qui a été positif, ce qui m'a fait du bien, le moment où je me suis senti, les moments où je me suis senti utile, de les noter et d'essayer le plus possible de prendre du temps au travail sur ces choses, ces moments qui me font du bien, qui me donnent le sentiment d'être utile, de le valoriser aussi vis-à-vis de soi-même à soi-même. Vous voyez, de savoir se dire soi-même, là c'était bien, là un tel,
j'ai eu l'impression que ça lui a été utile. Là, machin m'a dit merci, ça a été rapide. Vous voyez, enfin, ou si les personnes ne formulent pas des merci ou ne savent pas exprimer, d'être attentif au retour, d'être attentif à ce que les personnes me disent dans le cadre de mon travail. Merci Michel. J'ai également une nouvelle question qui est fondée aussi sur beaucoup de commentaires qu'on a eus. Comment gérer la peur de la maladie? Alors, la question qui concerne la maladie, c'est que on peut nous-mêmes peut-être être malade, on peut avoir des proches qui le sont et ressentir cette impuissance. Donc là, il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire c'est comment est-ce que je peux me rendre présent, parce que toutes les personnes qui sont touchées par la maladie ne sont pas nécessairement hospitalisées, mais comment est-ce que je peux me rendre présent par le contact virtuel et peut-être spirituel aussi pour les uns et les autres. C'est se souvenir de cette personne, c'est la porter dans son cœur également. Et par rapport à une peur soi-même de la maladie, c'est également aussi se concentrer bien sur le présent. C'est-à-dire que si moi-même je ne suis pas malade aujourd'hui, eh bien je suis dans le présent, je ne suis pas malade aujourd'hui. Merci Michel. Alors, j'ai une nouvelle question. Comment s'assurer d'ancrer ces nouveaux réflexes après le déconfinement? Alors ça, c'est une super question. Parce que moi, je suis convaincu que ce qu'on va apprendre à vivre plus en profondeur, plus sainement, entre guillemets, dans cette vie confinée, va nous être super utile après. Vous voyez, si on a fait un travail sur le sens, si on a fait une relecture sur ce qui nous nourrit vraiment, ça, c'est en nous. Et peut-être d'y revenir. Sur la question du rapport au travail, je pense que si on a pris certaines habitudes, vous voyez, dans nos horaires, certaines habitudes également dans notre rapport à ce fameux petit smartphone, je fais l'hypothèse qu'on va avoir envie de garder, que nos proches, et je l'espère, certains de nos collègues, si on les a convaincus pendant cette période de confinement, sauront nous le rappeler après. En tout cas, je le souhaite. Merci Michel. Là, j'ai une réaction. Quand je vois les membres du milieu médical d'aujourd'hui, je ne trouve plus mon travail utile. Tu vois, les études, les méthodes. Voilà, je tenais à te faire partager sa réaction. Parce que c'est vrai, quand on les voit tous mobilisés comme ça. Et j'ai une nouvelle question. C'est sûr que ça relativise nos stress. Après, on peut se dire qu'on ne sera pas tous les jours en situation de crise médicale et que notre boulot a aussi son utilité dans un contexte habituel. Ce qu'il y a de certain, c'est que ça réinterroge nos stress, nos priorités et la façon dont on les vit, ça c'est sûr. Alors, tu as parlé de vulnérabilité qui nous rend plus proches des autres, mais parfois cette vulnérabilité peut être perçue comme une faiblesse dans un contexte pro où tout le monde se doit d'être fort. Voilà, j'ai une autre réaction. Alors, c'est ce que l'on a cru, c'est ce qui se pratique. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que, en tout cas dans le contexte actuel, la vulnérabilité fait davantage irruption dans les relations et ce que l'on aura vécu avec nos collègues, les nouvelles qu'on se sera échangées, la façon dont on aura été en ce moment, mais avec nos proches aussi, parfois on n'ose pas se montrer nos vulnérabilités, eh bien je fais l'hypothèse que ça va nous marquer et que ça va rester aussi après, en fait, la crise. On dit qu'il y aura un avant et un après. On entend beaucoup, vous savez, par rapport à cette crise. Souvent, on pense à la dimension économique. Mais je pense que ça sera peut-être aussi dans des petites choses comme celle-ci, que peut-être on aura une façon de moins se prendre au sérieux, peut-être une façon d'être plus attentif à l'essentiel qui va prévaloir ensuite. En tout cas, je le souhaite. Merci Michel. Alors, il y a beaucoup de questions, donc j'essaye de prendre celles qui se recoupent. Et là, j'ai cette question, faut-il forcément être acteur pendant la crise pour réussir cette période? Alors, je ne sais pas ce que voulait dire la personne par rapport à être acteur, parce que être à son travail, être à ses proches, c'est aussi être acteur. C'est-à-dire que c'est peut-être pas directement en luttant comme peuvent le faire le personnel soignant, mais si chacun reste déjà à son poste, entre guillemets,
je suis convaincu que nous sommes acteurs, parce que cette économie, il faudra bien qu'elle redémarre. Nos proches, nos familles, ils ont besoin de nous plus que jamais aujourd'hui. Donc pour moi, être acteur, c'est tout simple. Ça passe par le fait d'habiter pleinement notre quotidien, d'habiter pleinement notre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Merci Michel. Pour un de nos auditeurs, il semble qu'accepter notre vulnérabilité nous rendre plus résilients. Est-ce que la vulnérabilité est un élément clé de la résilience? Je suis convaincu que pour pouvoir être résilient, il faut connaître sa vulnérabilité. Sinon, on est faussement résilient. C'est-à-dire que c'est le risque de l'armure qui, au fond, vous connaissez peut-être l'histoire du chevalier à l'armure rouillée qui s'était fait une très belle armure, mais qui au fil du temps a rouillé et l'a empêché de bouger. Être fort avec nos vulnérabilités, c'est être davantage connecté à ce que l'on est, avec ses limites, avec ses forces aussi, pas seulement avec ses limites, mais aussi avec ses forces, pour pouvoir aussi être davantage connecté avec les autres. Et c'est ça qui va nous rendre forts, parce qu'on est plus pleinement nous-mêmes à ce moment-là. Là, je lis l'expression burn-out émotionnel. En tant que coach, est-ce que cela te parle-t-il? Le risque, à mon avis, dans le burn-out émotionnel, c'est quand il y a un trop-plein d'émotions dont on n'a pas pris soi-même assez soin. Nos parents, leur rôle est de prendre soin de l'émotion de leurs enfants et de leur apprendre à prendre eux-mêmes soin de l'émotion. Et beaucoup d'adultes, on est nombreux à ne pas savoir bien vivre avec nos émotions, à ne pas savoir en tirer parti. Et le burn-out émotionnel peut arriver quand justement on n'a pas suffisamment pris soin de ses émotions, parce qu'il y a un trop-plein qui va nous envahir et finalement, à certains moments, nous amener à un épuisement plus radical. Alors, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Donc, j'ai une dernière question avant de conclure. Vous nous donnez beaucoup de pistes. Comment les maintenir après le déconfinement? Moi, je pense que le meilleur moyen, quand on a une piste, c'est d'avoir de l'humour par rapport à soi-même, de savoir s'excuser à soi-même, se pardonner si on chute, si on recommence. C'est d'en parler à ses proches aussi, peut-être aussi à ses collègues quand c'est possible, pour qu'ils nous aident, qu'ils nous rappellent. Et surtout, c'est comme, vous savez, les bonnes résolutions de début d'année, c'est de ne pas en prendre trop, de choisir vraiment celle qui nous fait du bien, celle qui nous aide à grandir et celle que l'on va pouvoir tenir. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que je m'applique à moi-même, ce que j'essaye de m'appliquer à moi-même et aux personnes que j'accompagne. Merci beaucoup, Michel, pour toutes ces réponses et merci à tous pour vos participations. Alors, il y a une dernière question qu'on souhaiterait vous poser, que Michel souhaite vous poser. Donc, comment repartez-vous, Michel? Donc, pour y répondre… La question qu'on vous pose, c'est effectivement dans quel état d'esprit vous êtes à la fin de cet échange de ce matin. Et Lynn va nous afficher un document qui va pouvoir nous permettre de nous connecter et aussi de mettre un mot avec lequel nous sommes en repartant. Voilà, donc peut-être Lynn, tu peux… Voilà, donc n'hésitez pas, menti.com. voilà, et de rentrer simplement le code à 6 chiffres. Et ensuite, on va vous demander de rentrer un mot, voire une expression. Voilà, n'hésitez pas. Et on va les voir s'afficher en direct. Donc, on va prendre une minute pour regarder, le temps que vous vous connectiez. C'est bon, là, apparemment, ça apparaît chez les personnes. Donc, tout simplement, vous mettez un mot. Alors, voilà, espoir, connexion, encourager, espoir en gros. Ensemble. Comprise. Merci. Je vois apparaître d'autres mots sur la… Alors, on a beaucoup de choses. Joyeuse, en communion, apaisée, confiant, regonflé, sourire. Interrogatif, peaceful, serein, mission, connexion, vulnérable, assumé. Ça, c'est sympa, j'aime bien. Conforter, prendre soin, piste d'action, nourri,
Voilà, il y a le Ce mot sont des mots très gratitude. optimistes. Ouais, c'est sympa. Ça fait Il y a le plaisir. mot On repart gratitude bien. qui apparaît en gros avec rassurer, espoir, compris, apaisé. Voilà, bah écoutez, merci vraiment. J'ai été très heureux de passer ce moment avec vous. Lynn, maintenant, tu vas nous annoncer le prochain webinaire Turning Voilà, Point. tout à fait. On sera très heureux de vous retrouver la semaine prochaine, jeudi 16 avril à 11 heures, avec une de nos coachs, Coco Braque de la Perrière, qui interviendra sur le thème stress et méditation. Donc, n'hésitez pas à suivre, de continuer à suivre notre actualité sur LinkedIn et on vous retrouve tous avec plaisir donc la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup, merci Michel. À bientôt. Merci. Merci à tous.